Je ne vais pas rajouter de mots inutiles aux introductions. Je remercie Edgar qui m'a sollicité pour être modérateur, c'est toujours avec un grand plaisir. Ça fait des années que j'ai la chance de suivre passablement ce qui se passe dans pas mal de pays africains. Je suis journaliste et j'essaie de suivre aussi tout ce que les Africains font ici. Donc voilà, heureusement, Edgar a pensé à moi. Donc je le remercie et je vais tout de suite donner la parole à M. Bouloudienne. Je crois que ça va être intéressant d'entendre tout ce qu'il a à dire sur l'égalité des chances dans une société pluriculturelle, multiculturelle. Puis après, le temps sera aux questions, à la discussion. Mais merci beaucoup. Je vais citer un proverbe africain avant de parler parce que ça m'aide d'abord à être court et puis à faire attention à ce que je vais dire. C'est un proverbe pas de chez nous, mais ce qu'on appelle les Niaks chez nous. Les Niaks, c'est les sauvages qui vivent en dehors du Sénégal, comme même déjà le Bénin. Les Sénégalais ont des préjugés culturels assez forts. Et qui dit que c'est un proverbe bantou qui dit que quand tu fais un discours, aie pitié pour ceux qui écoutent. Donc c'est une phrase sage qu'il faut se rappeler toujours avant de commencer à faire des discours et qu'on devrait mettre au fronton de tous les parlements et autres réunions internationales. En fait, je ne suis pas venu pour faire un discours, mais je suis venu pour échanger avec vous. Échanger parce que la question dont nous parlons, c'est vous qui en êtes les acteurs principaux. C'est vous qui êtes les hommes et les femmes de terrain. Et d'une certaine manière, c'est vous qui avez à m'apprendre. Mais il se trouve que j'ai visité la Suisse et que je viens de terminer 6 ans de mandat aux Nations Unies sur ces questions. Mais j'ai fait aussi 30 ans à l'UNESCO et mon travail là-bas a porté essentiellement sur ce qui se passe lorsque des peuples, des cultures et des religions se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans ce cadre-là que j'ai lancé les routes de la soie ou de l'esclave. Qu'est-ce que l'esclavage comme tragédie a produit aussi, comme rencontre humaine religieuse et autres, des routes de la foi. Donc cette problématique de l'altérité et des constructions identitaires a toujours été vraiment une partie de mon travail. Et sur ces questions, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai des réflexions que j'aimerais partager avec vous. J'ai beaucoup aimé quand Boubacar m'a contacté je salue notre sœur Bintou. Et bonsoir Bintou, comment vas-tu? Une des grandes militantes des droits de l'homme. Donc, le concept d'égalité des chances est vraiment au cœur de ce que produit les rencontres entre des couches de population, des populations marquées par la diversité. Et je me réjouis que Gabrielle soit avec nous aujourd'hui parce que je l'ai connue lorsque je suis venu faire mon enquête sur le racisme en Suisse. Elle était au service contre le racisme, au service d'appui, au ministère de l'Intérieur, de M. Couchepin. Et nous avons cheminé ensemble pendant ces semaines d'enquête et puis ensuite on s'est revus. Et elle a organisé après mon rapport une réunion que j'ai trouvée très bien comme indicative de la manière dont un rapporteur spécial qui est souvent vu comme une mouche du coche, quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui prétend donner des leçons mais qui n'en a pas en fait. Il vient rappeler simplement les normes et les engagements que les pays ont pris en signant des conventions contre le racisme, contre la torture, etc. Et Gabriel a organisé ici à Lausanne, je pense, c'était à Berne. C'est à Berne, plutôt, à la mairie, une rencontre avec tous les responsables d'intégration en Suisse pour qu'on fasse le point. Et j'ai trouvé ça très bien. Et c'est des réunions comme celle-là qui m'ont fait oublier l'épisode dont parlait Boubacar et aussi
la parole du porte-parole de l'UDC qui s'était demandé comment ça se fait qu'un Sénégalais vient ici s'occuper de nos affaires. Il voulait un Danois aux yeux bleus, n'est-ce pas? Mais pas un Sénégalais. Et moi, quand les journalistes m'ont demandé ce que j'en pensais, j'ai trouvé ça très bien. Parce que mon travail de rapporteur, la difficulté principale que j'ai rencontrée, c'est que la Commission des droits de l'homme m'a confié un sujet qui est fondamentalement un sujet qui est masqué. Le racisme et la discrimination ne sont jamais reconnus, ou très rarement. Et donc chaque fois que j'ai l'occasion de produire des réactions où les gens disent ce qu'ils pensent, je trouve ça tout à fait excellent. Et j'avais dit à l'époque que je donnerais beaucoup de publicité à cette parole de l'UDC. Je l'ai mise au centre de mon rapport, pour qu'elle soit bien connue à l'extérieur et tout. Donc le mot d'égalité des chances me paraît absolument central dans ce débat, lié au terrain qui est le multiculturalisme. Pourquoi? Parce que dans le combat contre le racisme, la discrimination et la xénophobie, il y a en fait 3 fronts. Il y a 3 fronts et d'habitude les gouvernements, comme d'ailleurs même les victimes, se limitent à 2 fronts. Les 2 premiers fronts du combat contre la discrimination raciale, ethnique ou religieuse, c'est d'abord la lutte contre la discrimination. S'opposer à la discrimination. Et pour lutter contre la discrimination, il y a des instruments internationaux que les pays ont élaborés et signés qu'ils doivent respecter. Toutes les formes de discrimination doivent être interdites et combattues, et notamment la discrimination raciale. Mais nous savons que ce premier front est un front complexe et que, comme le disait Bertolt Brecht après la Deuxième Guerre mondiale, Brecht disait comme réflexion après le génocide et l'Holocauste, il disait le ventre est encore fécond d'où est sorti la bête du monde. Ce que voulait dire Brecht, c'est que si le nazisme en tant que force politique et pouvoir politique a été vaincu militairement, l'idéologie qui a nourri le nazisme, c'est-à-dire l'idéologie raciale, l'idéologie inégalitaire, discriminatoire, qui a abouti à la tentative de liquidation des Juifs d'Europe, et Brecht disait que c'était le ventre qu'il avait produit était encore fécond. Ce que je veux dire par là, c'est que le racisme est une des questions les plus résilientes de l'histoire humaine. Elle n'a pas toujours existé. Elle a concerné toutes les communautés, toutes les races non connues à certains moments de l'histoire. Aucune n'y a échappé. Mais ces formes les plus violentes, on les a connues à la fois avec l'esclavage transatlantique, d'où provient la théorisation de l'infériorité culturelle de l'homme noir. Et les codes noirs définissaient l'esclave comme un bien meuble, mais pas comme un homme. Et toute la pensée occidentale, depuis les Lumières, a construit cette image de l'infériorité culturelle qui a été une construction a posteriori, parce qu'au départ, ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, qui avait pour objectif d'exploiter ce que les Européens appelaient les nouvelles terres. Elles n'étaient pas nouvelles parce qu'il y avait des populations déjà là-bas depuis des millénaires. C'est-à-dire les Amériques et les Antilles après la découverte entre guillemets par Christophe Colomb. On a commencé à amener des pauvres gens, des petits blancs, prisonniers ici ou là, force de travail. Et brusquement, ceux qui ont investi sur ce commerce se sont rendus compte qu'on calculait, se sont rendus compte qu'il y avait une source d'approvisionnement des forces de travail qui était juste, la distance était courte entre le continent. Il y avait un continent là, en face de ces terres qu'on disait nouvelles. Et qu'il y avait donc une population qui était là, qui pouvait servir à cette force de travail. Et aussi qu'il existait dans ce continent-là en Afrique un esclavage traditionnel. C'est là que ça a commencé à atteindre un niveau industriel massif, qui a abouti à la déportation d'entre 20 et 100 millions. Je dis 100 millions parce que quand j'ai lancé la route de l'esclave à l'UNESCO il y a 20 ans, on est encore en train de travailler, de savoir quelle a été la perte humaine de l'Afrique. Elle est entre 20 et 100 millions. Ça a duré 5 siècles. 5 siècles de non-droit. Ce que je voulais dire en citant l'esclavage transatlantique,
c'est de signaler en l'égard d'une population, l'homme noir, la profondeur historique et culturelle du racisme. Et l'Holocauste montre aussi non seulement la profondeur historique du racisme, de l'antisémitisme, mais comment, dans la ligne de ce que Brecht appelait le ventre fécond d'où est sorti la bête immonde, comment la construction raciale peut littéralement bouleverser des cultures et des civilisations qui se croyaient supérieures. Et comment littéralement l'homme devient une bête. Et comment l'Allemagne, qui était le parangon de la civilisation, entre guillemets, de l'Occident, l'Allemagne de Schiller, de Bach, des grands philosophes, des musiciens, l'Allemagne des grands opéras, des grands penseurs, comment dans ce pays-là, on a conçu scientifiquement et mis en application la destruction d'un peuple. Et donc c'est pour dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une histoire lourde. Alors donc, le premier front, c'est celui de combattre de toute façon, clairement, frontalement, la discrimination. Pour cela, je disais qu'il y a des instruments internationaux. Il y a la Convention internationale contre toutes les formes de discrimination raciale. Mais la résilience du racisme et ce premier front est démontré par le fait que le racisme est la seule question internationale qui a fait l'objet de 3-4 grandes conférences internationales en l'espace d'une vingtaine d'années, quinzaine d'années. Il y a eu la conférence de Durban dont on a beaucoup parlé, était la 3e, et celle qui vient d'avoir lieu à Genève il y a 2 mois était en fait, disons, un peu la 4e. Cela veut dire que tous les 10 ans, 15 ans, il a fallu se revoir, il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier et revenir sur la question du racisme et remobiliser la communauté internationale. Et vous avez suivi les débats sur la conférence de Genève. Mais également, ce qui montre l'actualité de ce combat contre la discrimination, c'est l'actualité du génocide. Parce que la haine raciale, qui est une construction intellectuelle, on a d'abord, toujours, quand une population est décimée, on a commencé par la déshumaniser intellectuellement. On a construit son infériorité intellectuelle, culturelle, humaine, génétique même. On l'a fait du juif, on l'a fait de l'homme noir, on l'a fait de l'indien. Dans certaines cultures, l'homme blanc. Et je rappelle que ceux qui ne le savent pas, que dans certaines cultures africaines, chez les Dogons par exemple, le blanc est un être lunaire, donc fondamentalement inférieur à l'être solaire que représente l'homme noir. Les gens ne se rendent pas compte que les préjugés sont beaucoup plus anciens que les contacts historiques de la colonisation. Il y a chez tous les peuples ces vieilles constructions qui viennent de leur cosmogonie. Mais ce que je voulais dire pour montrer l'importance de ce premier front, c'est la résilience et l'actualité du génocide. Regardez bien l'actualité mondiale depuis le siècle passé, celui-ci. Tous les 10-15 ans, il y a un génocide. Tous les 10-15 ans, on détruit un peuple, une communauté. Physiquement, on les détruit. Le dernier, c'est celui du Rwanda auquel nous avons assisté en direct. On dit non, tous le soir, parce qu'elle a duré 3 mois. Et que pendant ces 3 mois, on a vu chaque soir, nous tous, à la télévision, comment on a massacré les Tutsis et quelques Hutus, de maison en maison, de village en village. Comment le voisin a tué son voisin d'hier et comment une mère a été obligée de tuer son enfant. 3 mois, on a vu le massacre, 800 000, 1 million, 94. Depuis lors, il y a eu Srebrenica, où il y a eu ce massacre de musulmans, devant nous aussi. Ce que je veux dire, la résilience du génocide et son actualité montrent l'importance de ce front. Combattre la discrimination. C'est un combat actuel, profond. Et, je le répète, qui concerne tous les peuples. C'est l'argument que j'ai utilisé pour défendre l'opportunité de la réunion de Genève sur le racisme. Le racisme concerne tout le monde et toutes les formes de racisme au monde. Mais là où aussi ce front est un front important,
ça me concerne actuellement ici, je l'ai mis un peu dans mon rapport sur la Suisse, c'est que le racisme et, disons, la construction de la haine de l'autre pour sa race, sa culture, sa religion, est instrumentalisée maintenant politiquement. Vous le savez ici, que le racisme fait voter et fait gagner des votes, et qu'il y a des partis politiques qui construisent leur plateforme sur une base d'un discours raciste absolument ouvert. Et que ce discours-là, construit autour de la peur de l'autre, de l'immigré, dans un contexte de sécurité exacerbée, d'insécurité exacerbée, littéralement fait voter. Et nous assistons à ce phénomène gravissime qu'il y a une banalisation du racisme. C'est-à-dire que non seulement les discours racistes fait voter, gagner des voix, et permet à ceux qui les promeuvent dans leur plateforme d'être élus démocratiquement, mais aussi de se retrouver dans les gouvernements, parce qu'ils sont démocratiquement élus. Et donc d'être en mesure d'appliquer leur programme démocratiquement. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Parce que c'est une légitimation par le processus démocratique d'un discours très ancien. Alors, mais le plus grave, c'est que ce discours raciste aussi, toujours basé sur l'inégalité, l'infériorité, ce discours se banalise dans le sens où les plateformes racistes, ouvertement racistes, qui pendant longtemps ont été le domaine des partis dits d'extrême droite, lentement imprègnent les programmes des partis dits démocratiques. Quand vous lisez dans un pays multiculturel les programmes des partis démocratiques dans une durée d'une dizaine d'années, des pays soumis à la pression migratoire, à la rhétorique antiterroriste, etc., lentement vous voyez que le mode de pensée, les concepts, les figures rhétoriques et les types de programmes de résistance lentement imprègnent les programmes des partis démocratiques. Et ça c'est grave, c'est une démocratisation, ce qu'en France on appelle la lepénisation des esprits, qui a amené en France par exemple des gens comme un grand philosophe entre guillemets, Finkielkraut, parlait ouvertement du nombre de Noirs dans l'équipe de France, ainsi qu'un socialiste, Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, et un grand journaliste français dire dans un livre public que le sous-développement de l'Afrique est venu et dû à la bite des Noirs. Il a dit comme ça, c'est le titre du livre, c'est-à-dire la vieille figure rhétorique du Noir qui procrée, qui a une violence sexuelle barbare et comme ça, primaire. Tout cela revient. Donc ça montre la qualité de ce front. Donc il est important de le poser d'abord, avant d'arriver au troisième front. Alors, pour le combattre, il y a une convention internationale. Cette convention a abouti à la création d'un comité qui gère la convention, c'est-à-dire auquel les pays soumettent des rapports. Et il y a le rapporteur spécial qui a aussi comme mandat de gérer ça d'une manière plus précise en enquêtant directement dans les pays. J'ai enquêté environ dans une trentaine de pays. Et donc, il y a cela. Mais la conférence de Genève a montré que tout cela n'a pas été suffisant. Et qu'il fallait remobiliser la communauté internationale parce que le front du racisme a été ouvert par deux questions actuelles. La première, c'est la question de l'immigration. L'immigration a fait l'objet, notamment en Europe et dans d'autres continents aussi, d'une lecture ethnique. On n'a pas lu l'immigré comme quelqu'un qui se déplace pour chercher du travail, comme les conventions internationales ont voulu l'encadrer juridiquement en matière de droits de l'homme, mais on a vu l'immigré comme celui qui est l'expression d'une diversité, qui est l'autre, l'étrange étranger des poètes, celui que les constructions identitaires anciennes avaient littéralement diabolisé. Et cette ethnicisation de l'immigration a renforcé le discours raciste. Alors, ce qu'il a renforcé aussi, c'est la question de la sécurité, notamment après les événements du 11 septembre 2001. C'est là qu'on a vu apparaître la construction intellectuelle qui est nourrie de racisme actuel, la défense des identités nationales contre quelqu'un, contre l'immigré, qui est un danger pour l'identité. Et ça, c'est rhétorique, vous la retrouvez
dans le langage des partis politiques, et la défense de la sécurité nationale. Parce que les événements du 11 septembre ont débouché sur la construction idéologique que l'ennemi, c'est l'arabe, c'est le musulman, c'est l'autre. C'est le porteur de bombes, c'est le terroriste. Et donc, on revient à cette vieille construction de l'assimilation de la violence à certaines ethnies, certaines religions, certaines races. Donc, je conclue sur ce premier front, qui est un front capital, mais qu'il faut garder à l'esprit avant d'arriver donc au deuxième front, qui est celui qui nous concerne. Donc, le premier front, c'est le combattre la discrimination, toutes les formes de discrimination, combat actuel. Le deuxième front, c'est promouvoir les égalités, l'égalité. Parce qu'on ne peut pas se limiter à combattre la discrimination par la loi. Quand on peut combattre la discrimination et arriver à des sociétés inégalitaires. Parce que c'est là aussi qui est très important d'insister. Le racisme n'est pas quelque chose qui vient du cosmos. Il ne s'exprime pas de manière vague. Le racisme a trois terrains principaux d'expression. Son premier terrain, c'est le terrain économique et social. C'est-à-dire, c'est dans le terrain social et économique que la discrimination s'exprime dans le travail, dans l'emploi, dans le logement et dans la vie sociale en général. C'est là qu'il se traduit concrètement d'abord. Et c'est donc là que l'inégalité s'inscrit à partir de la discrimination. Et à partir de la discrimination qui littéralement légitime l'infériorité d'une communauté, d'une race, d'un groupe donné, et donc sa déshumanisation, et donc son incompétence. Et tout cela, ce sont de vieilles constructions qui ont si profondément fait prégnance dans les mentalités qu'elles se traduisent dans la société par l'invisibilité des victimes, l'invisibilité sociale. Et l'un des critères premiers pour juger de la profondeur du racisme et de la discrimination, c'est de voir comment dans les structures d'un pays, d'un État donné, quelle est la place des minorités dans les structures du pouvoir politique, social, économique, judiciaire, etc. Et dans la société en général, quelle est leur visibilité? Parce que la discrimination et l'inégalité invisibilisent les victimes. Et en les invisibilisant, c'est une logique parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de l'humanité. On les invisibilise. C'est dans ce cadre-là que se trouve d'ailleurs tout ce débat actuel sur ce qu'on appelle le communautarisme. Ce mot communautarisme est un mot idéologique, c'est une construction. Parce que ce qu'on appelle des groupes qui se communautarisent, ce sont des groupes, quand on regarde leur histoire, leur arrivée dans des régions comme en Europe, ce sont des populations qui venaient des territoires coloniaux, dont on a eu besoin historiquement comme force de travail pour les grandes entreprises économiques, automobiles, industries, qu'on a fait venir et littéralement, on les a invisibilisés en les mettant dans les périphéries des villes. On les y a mis comme des années paquets, toutes races confondues, arabes, musulmans, jaunes, etc. En les ramenant dans la journée dans le centre-ville pour travailler dans les usines, et vite le soir retourner dans leur invisibilité. Littéralement, ils n'ont pas cherché à se communautariser, on les y a mis. Et quand ces communautés ont voulu en sortir, ils ont rencontré la discrimination de l'emploi, du logement et le harassement des polices. Donc on les a refoulés. Et donc le mot de communautarisme est une invention des intellectuels qui résiste littéralement au multiculturalisme. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'est que cette question de l'égalité, elle est capitale parce que c'est là où le racisme est sa traduction directe. Le terrain social, la marginalisation économique, sociale et politique. Et le politique, c'est l'invisibilité des victimes dans les structures institutionnelles des pouvoirs politiques, dans les parlements, dans les gouvernements, dans les conseils municipaux. Tout naturellement, ça suit toute cette construction. Et donc, le combat pour promouvoir l'égalité des chances est lié au combat pour combattre la discrimination.
Et c'est un combat absolument capital. Et c'est un combat capital, et c'est là aussi où se rencontrent les résistances aussi, les plus profondes. Les plus profondes parce que les sociétés, toute l'histoire de l'homme, le monde, sont construites en tenant compte de préjugés que la société a inventés ici ou là, et qui se sont traduits donc dans le champ économique et social. Alors, mais cette égalité des chances-là également, elle est actuellement, son enjeu est encore plus actuel, précisément à cause de la résurrection et du renforcement du racisme par le discours politique. C'est-à-dire que nous arrivons dans une situation où les progrès qui ont pu être accomplis à cause de la Convention contre le racisme, le combat mené par les organisations des droits de l'homme et les différents groupes, qui il y a 10-15 ans avaient fait quelques progrès, à cause de l'ethnicisation de la question de l'immigration, perçue comme un danger contre l'identité nationale, et la surdimension de la défense de la sécurité nationale, littéralement renforce les barrières qui empêchent l'égalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle légitimation qui fait que le chef d'entreprise qui ne veut pas recruter un jeune noir arabe ou chinois, etc., ou le parti politique qui ne veut pas mettre un militant africain, noir ou autre, ou arabe, en position d'être élu, le parti qui ne veut pas qu'on l'élise dans un parlement ou un conseil municipal, le nouveau contexte idéologique renforce ces résistances-là. Alors, on sait que ce combat est un combat qui concerne d'abord une frange très particulière des victimes du racisme, surtout la jeunesse. C'est elle qui est la victime directe parce que, surtout la jeunesse qui descend, qui vient de l'immigration, qui a été éduquée dans les pays d'accueil, qui a obtenu les diplômes qu'il fallait, qui a été nourrie de la rhétorique de l'égalité, des droits de l'homme, et cette jeunesse-là se heurte immédiatement dès qu'ils ont terminé leurs études au mur de l'inégalité, de la discrimination et du racisme. Et donc, l'égalité des chances est un front absolument capital. Alors cette égalité des chances, évidemment, sa promotion, on doit le faire d'abord par la loi et le droit. Cela signifie que chaque pays, et dans toutes les conventions contre le racisme et les documents internationaux, comme les documents, les programmes d'action qui ont été adoptés aux 3 conférences internationales, notamment le dernier de Durban, contient des recommandations extrêmement précises pour promouvoir cette égalité des chances dans l'emploi, dans le logement. Il y a des prépositions concrètes qui ne sont pas philosophiques et abstraites, que les États doivent faire ceci, faire cela. Et donc là, l'enjeu, c'est l'application par les gouvernements de la parole qu'ils ont accepté de signer, et des conventions et des instruments internationaux qui les lient. Mais le droit et la loi sont clairs sur à la fois la profondeur de l'inégalité, des inégalités comme traduction la plus directe, la plus sociale, mais le droit et la loi sont également absolument capitales pour permettre aux victimes d'avoir des recours contre la persistance de l'inégalité. Mais là où le problème se pose en ce qui concerne la promotion de l'égalité des chances, c'est que dans les contextes culturels dans lesquels on se trouve font que ceux qui ont la capacité de traduire ces engagements des États par la loi, dans les contextes, comme le contexte actuellement que nous vivons, le contexte de crise économique et financière, chaque fois qu'il y a une crise économique et financière, les premières victimes
ce sont les communautés et les groupes qui étaient déjà discriminés. C'est-à-dire la crise légitime de vieilles pratiques. Donc, le contexte dans lequel nous nous réunissons, de soi-disant crise économique, et en fait une crise éthique très profonde, c'est les valeurs de ce que gère le système économique et financier mondial qui est à la cause, à la base de cette crise. Donc le contexte rend encore beaucoup plus urgent le combat pour l'égalité des chances. Alors, l'égalité des chances maintenant a un autre front. Et ce front-là, il a été souvent ignoré. Parce qu'on ne peut pas combattre l'égalité des chances simplement par des mesures juridiques, législatives, qui sont importantes, basiques. Mais le combat pour l'égalité des chances nécessite, au-delà des combats pour les structures sociales, économiques, un combat au niveau des consciences et des sensibilités profondes. Ça veut dire que si un travail dans les mentalités n'est pas fait au niveau des États, pour littéralement déraciner les sources mentales et culturelles des préjugés, le combat juridique et politique contre les inégalités va rencontrer des obstacles extrêmement profonds. Parce que, au bout du compte, le chômage de l'homme ou de la femme provenant d'une communauté discriminée, dans le contexte de crise, pourra toujours être légitimé par son infériorité, son incompétence, son incapacité, c'est-à-dire la résurgence des vieilles constructions des préjugés. Donc, ce travail sur les consciences et les mentalités est absolument capital. Ce que moi j'ai essayé de promouvoir, dans toutes mes recommandations, dans tous les pays que j'ai visités, de promouvoir deux stratégies, toujours pour combattre les discriminations. La stratégie légale et juridique, le droit et la loi. Tous les États doivent avoir des législations nationales. Il n'y en a pas en Suisse une législation compréhensible. Dans beaucoup de pays, il n'y en a pas. Dans quelques-uns, il y en a. Qui littéralement, frontalement, combattent les discriminations. Mais j'ai aussi dit que l'exemple historique de beaucoup de pays montre qu'il faut aller plus loin, ce que j'appelle la stratégie éthique et culturelle. Aller aux sources profondes du racisme, des constructions intellectuelles et mentales. Donc tout le travail au niveau de l'éducation, au niveau des représentations, mais pas seulement ça, au niveau aussi des constructions identitaires. Et là, nous touchons à une question que je vais aborder qui concerne, Gabriel peut en parler tout à l'heure. Nous touchons au troisième front. Le troisième front est absolument capital et il a été ignoré dans beaucoup de pays, ici comme ailleurs. Donc, les deux fronts, je les rappelle, et les trois sont liés. L'un, il faut commencer par combattre les discriminations, par la loi, le droit. Tant sur le plan concret de la loi et du droit, que sur le travail des constructions mentales. Il faut promouvoir les égalités par la loi et le droit. Et dans ces deux premiers fronts, permettre aux victimes des mécanismes de plainte, de solutions, de correction. Et créer aussi au niveau des États des institutions et des mécanismes qui permettent de suivre ces discriminations et ces inégalités et de faire les corrections nécessaires. Mais on sait, et moi j'ai essayé de le montrer dans mes rapports, que si une société se limite à ça, et en fait la plupart des pays se limitent à ça, on peut arriver à des pays où on arrive à une situation où les discriminations sont combattues par la loi. Les inégalités sont aussi combattues par le droit et la loi, théoriquement. Mais où les communautés vivent côte à côte, avec leurs préjugés très profondément enracinés. C'est là que le troisième front, peut-être la frontière la plus complexe, qui est liée aux deux autres, c'est la promotion des interactions. Ce que ce front-là signifie ceci, c'est que le combat contre les discriminations et la promotion des égalités
n'a de signification profonde et durable que si, dans un contexte de société multiculturelle, où les communautés vivent côte à côte, marquées par la diversité ethnique, culturelle, religieuse, qui provient de leur histoire, des dynamiques historiques qui les ont mises ensemble dans les contextes d'États nationaux, il faut considérer, disons, l'État national comme une sorte de tapis, où chaque fil du tapis doit non seulement avoir sa force pour que le tapis ait sa qualité de tapis, mais il faut que toutes les fils du tapis soient liés entre elles dans le contexte national. Il faut promouvoir des politiques et des programmes au niveau des villes, des États, pour amener les communautés donc à promouvoir, à travailler sur ces interactions. Et ce travail-là est un travail extraordinairement complexe parce qu'il touche à la fois à l'espace urbain d'abord, à l'habitat. Comment dans une ville comme Lausanne, on gère les problèmes d'habitat, les problèmes d'espace urbain, avec l'intention volontariste, préliminaire, de promouvoir les interactions entre les communautés. C'est un point absolument capital. Je viens de terminer mon rapport sur le racisme aux États-Unis, qui a été discuté au Conseil des droits de l'homme il y a quelques semaines. C'est mon dernier rapport comme rapporteur. Mais une des conclusions que je formule, après avoir dit que ces pays, les États-Unis, ont confronté le racisme d'une manière extrêmement fantastique, ont développé des législations très fortes à travers une histoire violente, tragique. Là, je viens de Memphis, on a eu la réunion dans l'hôtel où Martin Luther King a été tué, l'hôtel Lorraine, qui est devenu le musée des droits civiques. Et on sait ce que cette histoire a pris de violence. Les États-Unis ont fait des progrès extraordinaires, Obama le montre. Mais je dis aussi dans mon rapport qu'une analyse attentive de la société américaine montre qu'il y a un processus de reségrégation. Et que le premier espace de ségrégation, c'est les grandes villes américaines. Les grandes villes américaines sont en train d'être clivées sur le plan ethnique. Toutes les grandes villes américaines. Ce clivage ethnique superpose avec le clivage de classe. Mais comme les classes marginalisées sont les classes des minorités, noires, portoricaines et autres, certains quartiers redeviennent littéralement des quartiers blancs et d'autres quartiers deviennent des quartiers plus ethniques. Et l'éducation le renforce. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de ce troisième front, c'est un front capital parce que c'est ce front-là qui, en dernière analyse, montre la réussite ou non de l'égalité des chances. L'égalité des chances signifie d'abord certainement à la fois combattre les discriminations, mais faire en sorte que le jeune noir, l'arabe, le chinois, discriminé, marginalisé, puisse ne plus l'être sur le plan du travail, etc., mais qu'il ne le soit plus sur le plan du logement, et en touchant le logement, on touche à cette zone sensible où c'est l'une des dernières frontières de résistance au multiculturalisme, c'est-à-dire de faire en sorte que les communautés vivent ensemble dans les mêmes espaces urbains. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on peut arriver à des sociétés, je l'ai mis dans mon rapport au Canada, le Canada fait des progrès extraordinaires. Parce que le Canada a mis que dans sa constitution un choix volontariste de multiculturalisme. Et le Canada confronte le multiculturalisme avec beaucoup de créativité, plus que la France et le pays. Mais la société canadienne est arrivée à un niveau où les communautés égales entre elles-mêmes, non discriminées, vivent côte à côte, en sillon, en profondeur. Et on sait historiquement que dans un pays, quand des communautés sont dans une situation, il suffit que le contexte idéologique change, qu'un homme politique arrive avec un discours ethniciste ou racialisé, pour que les lunettes culturelles que chaque communauté porte à l'égard de l'autre, c'est-à-dire les constructions culturelles et mentales qui diabolisent l'autre, elles ressurgissent et elles arrivent, on l'a vu par exemple dans les pays Balkans, dans les Balkans. Rappelez-vous, les Balkans, c'est une région où, même avant l'histoire de Tito, à l'époque des Ottomans, et le régime de Tito, il y a eu un mélange extraordinaire entre les Croates, les Bosniaques, les Serbes.
Mais il a fallu l'arrivée de Milosevic, qui a tenu un discours ethnique, serbo-centré, la promotion des Serbes, pour que les vieilles constructions haineuses, très anciennes, renaissent, et que le croate, le voisin croate, ou bosniaque musulman, redevienne l'ennemi. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la question de l'égalité des chances et le combat contre la discrimination, sa frontière ultime, que beaucoup de pays n'ont pas traité, c'est de mettre au centre de notre politique de société multiculturelle la promotion des interactions. Et cette promotion des interactions doit se produire donc aux espaces, dans les endroits et les structures où les discriminations se sont exprimées et où l'inégalité s'est exprimée. Le lieu de travail, le lieu d'habitat, le lieu culturel, etc. Mais le dernier point, et je conclue là-dessus, et qui touche aussi à l'une des bases les plus profondes des discriminations et de l'inégalité, c'est toutes les constructions identitaires. Et dans ces constructions identitaires, la promotion des interactions doit toucher à deux fronts extrêmement intéressants qui ont été souvent négligés. Le premier, c'est l'écriture de l'histoire. L'écriture et l'enseignement de l'histoire. Parce que le combat contre le racisme n'est pas seulement un combat qui se limite, et sur cette limite-là, il n'ira pas loin, de traduire dans la société l'égalité de l'emploi, la non-discrimination et l'égalité dans la recherche du logement. Mais mettre le fer dans les constructions mentales par lesquelles on a discriminé et on a traité des populations comme inégalitaires. Et nous savons que l'histoire, l'écriture de l'histoire est le terrain royal par lequel on a diabolisé des communautés, par lequel on a invisibilisé des communautés. Et c'est ce qui explique, par exemple, je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé en France. Lorsque les jeunes des banlieues ont commencé leur révolte en 2005, la lecture qui a été faite immédiatement par l'élite française a été de dire oh, non, d'abord c'est des zones de non-droit, c'est des violences sociales. Ensuite, quand les jeunes des banlieues ont commencé à dire non, nous nous révoltons parce qu'il y a une discrimination, quand on a commencé à dire oui, c'est vrai, ils sont discriminés. Mais c'est quand les jeunes ont commencé à dire nous voulons qu'on ne nous discrimine plus. Quand nous quittons nos banlieues de Sarcelles ou Saint-Denis, que nous allons en ville pour chercher du travail, un logement, qu'on ne nous empêche pas, à cause de notre couleur de peau, religion, de l'avoir, et que la police ne nous arrête pas à chaque pas pour nous contrôler à cause de notre faciès. Mais ils ont été plus loin. Ils ont dit, nous voulons également que l'égalité des chances et les interactions aboutissent à ce que l'histoire nationale française soit une histoire plurielle. C'est-à-dire qu'on enseigne à l'école quelles sont les conditions historiques par lesquelles nous sommes arrivés ici. Nos ancêtres sont arrivés en France. C'est-à-dire la colonisation, l'esclavage, etc. Parce que ce sont ces constructions-là, la manière dont l'histoire coloniale est racontée, qui charrie toujours en filigrane l'inégalité des populations colonisées, la mission civilisatrice, ce qui veut dire que c'était des populations qu'il fallait civiliser, la manière dont cette histoire est écrite, l'histoire nationale, la manière dont c'est enseigné dans les écoles, c'est là la racine profonde des constructions intellectuelles qui nourrissent les discriminations et les inégalités. Donc, le combat doit également viser ce territoire-là qui est extrêmement important, c'est-à-dire faire que les sociétés multiculturelles produisent des histoires multiculturelles. C'est-à-dire que l'histoire nationale, par exemple en Suisse, comporte à la fois l'histoire des populations d'origine italienne, germanique, franco-française, africaine, etc. Et que c'est l'histoire de toutes ces communautés-là que l'histoire a mis ensemble, mais leur histoire spécifique, qui doivent constituer le maillage historique national, et qui dans les mentalités peut transformer et changer les perceptions et la manière dans laquelle les populations se regardent. Et enfin, le dernier front, et je conclue, c'est le front des valeurs. Et là, on en a souvent discuté avec Gabriel,
c'est toute la problématique de l'intégration. L'intégration est le territoire ultime où ces trois fronts-là doivent être traduits. Mais malheureusement, l'intégration est traitée dans la plupart des pays européens et ailleurs en dehors de l'Europe comme une intégration-assimilation. L'intégration, quand vous la lisez dans les discours des hommes politiques, toujours ça sort comme rhétorique. Nous acceptons l'immigré, l'étranger, il doit s'adapter à nos valeurs. C'est-à-dire ce que j'appelle moi l'intégration strictise. Ce qu'on demande à l'immigré, l'étranger, celui qui est différent, c'est littéralement de se déshabiller à la frontière de toute spécificité culturelle, religieuse, et même ethnique s'il peut masquer un peu son ethnie. Et comme en France, les Français le disent, de revêtir le manteau de la République et de se retrouver heureux pour l'éternité et égal. Or, nous savons que la République a été porteuse de discrimination et de racisme. Et donc, cette intégration-là, assimilation, qui est le discours principal de tous les pays européens, signifie en filigrane que l'immigré, l'étranger, africain, arabe, jaune, ce qu'il veut, n'a rien à apporter comme humanité à la société qu'il intègre. Il vient du cosmos, il vient d'une zone de non-civilisation. Et donc, tant que l'intégration n'est plus conçue, n'est pas conçue comme le disait Boubacar en citant tout à l'heure avec Mandela et Senghor, que l'intégration dans une société multiculturelle, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Que l'immigré, l'étranger, est porteur de quelque chose, d'humanité, est porteur de valeurs, le terrain des valeurs. Tant que cela n'est pas intégré dans la construction de l'intégration, et que l'immigré n'est plus considéré seulement comme une force de travail, quelqu'un qui amène, comme à l'époque de l'esclavage, sa force de travail, ses muscles pour travailler, produire, mais que très profondément il est porteur d'humanité. Et là on touche à la racine de la discrimination, l'inhumanité de l'autre. Et donc ce front est capital. Et ce front-là est la garantie aussi d'un traitement en profondeur de l'égalité des chances. Parce qu'on ne produit une égalité des chances que si on intègre l'idée que ceux dont on promeut une égalité des chances se retrouvent dans la même humanité profonde. Et qu'il ne s'agit pas seulement pour eux d'apporter leur force de travail, mais d'apporter tout ce dont l'histoire les a chargés, leurs ancêtres, leur histoire profonde, pour enrichir la société. C'est en cela d'ailleurs que l'Amérique est beaucoup plus loin que les pays européens. Parce qu'en Amérique, on le sait, moi j'ai vécu 10 ans à New York, là-bas directeur de l'UNESCO, mes enfants sont nés aux États-Unis, mes 3 gosses, mes garçons, ont le passeport américain et en même temps qu'ils ont le passeport sénégalais. Mais en Amérique, on peut être sénégalais américain, en profondeur. Et les communautés sénégalaises ont cet espace, ou polonaise ou italienne, après avoir été discriminées, ont conquis cette reconnaissance culturelle-là, qui fait que la société américaine est un maillage culturel extrêmement profond et plastique. C'est ce qui fait la vitalité culturelle de ce pays-là, que l'Europe n'a pas encore, ce front ne l'a pas encore atteint. Donc je conclue par dire que quand nous parlons de la promotion de l'égalité des chances, c'est une problématique qui intègre toutes les autres et qu'il faut revisiter. Que l'égalité des chances touche d'abord au territoire, aux enjeux, où la discrimination d'abord s'exprime, le terrain social, économique, de logement. C'est-à-dire là où la société, dans ses différentes composantes, se construit. Mais que l'égalité des chances ne peut être durablement construite en profondeur que si on déracine les sources de construction de l'inégalité et des discriminations. Et que l'égalité des chances demande une révolution mentale qui est aussi toujours une construction dans le long terme. Alors, la Suisse, je dois le dire, depuis mon rapport, et puis bon, la Suisse a continué ce combat, l'a toujours eu, j'ai été extrêmement impressionné, et je le dis toujours quand je parle de la Suisse dans le monde, par quelques développements dans ce pays. Parce que sur les deux fronts où la discrimination s'exprime et l'inégalité s'exprime, c'est-à-dire l'invisibilité des victimes
Et le silence touche à leur histoire, à leur identité aussi. En tout cas, sur l'invisibilité, lentement, on voit les minorités commencer à apparaître. Dans la douleur et dans le débat violent, politique, et qui est toujours source de transformation amenée par l'UDC. On a vu l'élection de quelqu'un comme Ridoré comme préfet. Il n'a pas été élu parce qu'il a été dans une affirmation action, comme on dit aux États-Unis, de machin positif, comment on appelle ça en français? Discrimination positive. Hein? Discrimination positive. Voilà, positif, mais qu'il a été élu par la population. Préfet. Et on m'a dit aussi que quelqu'un a été élu dans le Parlement fédéral. Ce que je dis, le pays où j'habite, la France, n'existe pas. Il n'y a pas un descendant d'Africain ou d'Arabe dans le Parlement français. 4 siècles de rapport avec l'Afrique. Une immense population africaine et arabe. Donc, quelque part, les choses bougent. C'est dans ce contexte, je suis extrêmement heureux de ce que vous avez fait, parce que la promotion de l'égalité est d'abord provient de l'action des victimes de l'inégalité. C'est-à-dire, c'est la manière dont les victimes de l'inégalité s'organisent, à la fois conscients de leur situation, analysant les causes profondes de leur inégalité, de leur marginalisation, trouvent les instruments internes d'abord à leur communauté, et ensuite amènent la société, au niveau de ses institutions et de ses pouvoirs politiques et autres, à traduire ces demandes dans des termes juridiques et par la loi et le droit. Et donc la création de votre association, et j'étais très heureux du discours de notre frère tout à l'heure, qu'il s'agit d'abord pour les communautés de se prendre en main. Et d'abord en se prenant en main, mais moi je les conjure de le faire en ayant en l'esprit la complexité du champ qu'ils doivent traiter. Il ne s'agit pas seulement d'amener la famille d'origine africaine à faire en sorte que le jeune africain, le fils ou la fille africaine, on lui inculque des valeurs qui l'amènent à accepter les valeurs de la société d'accueil, mais l'amener aussi à lui dire que respecte les valeurs de la société d'accueil, mais sois fier et conscient des valeurs dont tu es porteur, dont je suis moi parent porteur. Et dans ce combat que tu vas faire pour l'égalité, dans le travail, etc., toujours nourris-toi de ces valeurs-là qui nous ont portés. C'est là que le multiculturalisme s'introduit. Et il s'agit aussi de faire en sorte et de refuser aussi l'enfermement dans lequel certaines sociétés veulent enfermer ses parents en les culpabilisant. Parce qu'on sait que les conditions sociales des parents d'immigrés, quand le père et la mère travaillent de 6h du matin à 22h, qu'ils rentrent chez eux complètement fatigués le soir, dans des conditions de discrimination, d'inégalité, d'instabilité émotionnelle et sociale, comment voulez-vous qu'il puisse s'occuper de son fils et lui inculquer des valeurs, etc. Donc, c'est tout ce champ-là qu'il faut traiter donc, à travers la problématique de l'égalité des chances. Donc, je m'arrête là et puis j'espère qu'on va avoir un débat, un échange, à laquelle j'espère que Gabriel va nous enrichir avec son expérience et d'autres aussi. Et tous les autres. Voilà, je m'arrête.